Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa, Corsa. Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver après cette trêve de Noël et entamer une nouvelle année politique dont on espère qu'elle sera riche en débats. Mais avant tout, permettez-moi au nom de tous ceux qui participent à la réalisation de Contraste, di pregavi a tutti un pace e salute per l'anno nuovo. Une année qui, pour l'heure, s'annonce pleine d'incertitudes au plan politique, avec ce dialogue en suspens, mais aussi dans le domaine social, entre une inflation galopante, un recul du pouvoir d'achat et une réforme des retraites très contestée, ou encore dans le domaine économique, où malgré les chiffres du chômage a priori favorables, l'activité reste aléatoire. De tout cela, nous allons donc parler avec notre invité, le premier de l'année 2023, Paul Félix Benedetti, élu territorial du mouvement Corinfront. Et bonsoir. E pace e salute, Paul Félix Benedetti. Pace e salute a tutti e buonasera a voi di nous. Et merci d'avoir accepté notre invitation à Contraste. Vous serez interrogé par Patrick Günchiguer de RCFM. Bonsoir. Patrick, et Roger Antèche de Corse ce matin, partenaires tous deux de l'émission et auxquels je présente mes voeux également. Buonasera Boino. Alors j'évoquais il y a un instant, Paul Félix Benedetti, le climat délétère qui règne en Corse depuis quelque temps, entre rumeurs, non-dits, mais aussi actes de violence de diverses origines. On s'interroge quand même sur la nature, la tournure des choses. Comment est-ce que vous percevez ce climat? Il vous inquiète? Oui, la situation est inquiétante dans la mesure où aujourd'hui il n'y a pas de ligne politique forte qui laisse entrevoir une solution qui ne peut être que politique. Et derrière, on laisse la place aux tergiversations, aux manœuvres souterraines. Il a été de tout temps la logique, je dirais, de la perversion qui voudrait que certains se servent de ce climat tendu pour être, je dirais, des mécréants qui font de la richesse sur le dos de la guerre et des peines. Ça a été dans toutes les sociétés, ça a été aussi en Corse de tout temps, ça l'est aujourd'hui, et moi je le redis. J'ai l'impression que c'est cyclique quand même. Hein. C'est cyclique, mais c'est aussi à mener. C'est à mener lorsqu'on ne tranche pas, lorsqu'on a un gouvernement qui tergiverse, qui tourne autour du pot, qui nie un suffrage universel démocratique fort, qui demande des changements radicaux, et que derrière on a des arguties et des impostures. Il ne faut pas s'étonner si en Corse il se redéveloppe un climat de tension délétère et qui sent mauvais. Vous liez ce climat de tension délétère aux menaces reçues par Gilles Silione. Il en a fait état lors de ses vœux. Ou c'est plus compliqué, plus inquiétant même. La notion de menace, elle est relative. Aujourd'hui, la situation est tendue. On sait qu'on est dans une société qui est mafieuse. Menace qui nécessite une protection. Où il y a des logiques de pression pour faire de l'argent, pour faire du profit, avec une seule force, la terreur. Face à ça, il faut la rigueur, il faut de la cohérence. Aujourd'hui, un président d'exécutif est quelqu'un qui gère un budget de 2 milliards d'euros dans un pays où il y a quand même un habitant sur 3 qui est dans la misère. Ça suscite et ça attise des logiques de tension. Si derrière, il n'y a pas la force politique cohérente. Et cette force politique, c'est la matrice nationaliste historique, qui doit être un rempart sociétal à une logique de dérive. Votre critique sur une ligne politique forte, elle vaut pour Paris, mais elle vaut aussi sur le territoire, j'imagine. Bien entendu. Je crois qu'aujourd'hui, on doit remettre la balle au centre et on doit avoir une logique de gouvernance pour la Corse qui soit une logique adossée à notre histoire, adossée à nos parcours, et qui tienne compte aussi de nos erreurs. Mais on ne peut pas aujourd'hui rentrer en logique de gouvernement territorial sous le simple angle de la bonne gestion administrative ou technique. On doit avoir une gestion politique, même si elle heurte, même si elle contrarie. Gilles Simeoni le rappelait dans ses vœux, ça fait quand même 7 ans que ce pouvoir-là est installé. Et faire ce constat 7 ans après, sur une gouvernance nationaliste, c'est quand même quelque chose qui est un peu préoccupant, j'imagine, pour votre famille et pour vos familles. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, mais il est toujours temps aujourd'hui de remettre le gouvernail et le bateau dans le bon axe. Et il faut qu'on soit cohérent et qu'on soit collectif. Il n'y a pas la place pour les individualismes, même s'ils sont brillants.
Vous parliez de l'action de l'État négative dans cette affaire, mais l'adhésion des nationalistes depuis 2021 qui s'est accentuée, est-ce qu'elle n'explique pas aussi ce climat délétère? Parce qu'au-delà des menaces que vous dites relatives, il y a quand même des actions, il y a eu des incendies de personnalités proches du mouvement nationaliste et très proches du président de l'exécutif. Oui, mais ça fait partie de toute une série de manipulations qui sont au départ instrumentalisées par un comportement étatique qui est louvoyant. Est-ce qu'on peut rendre responsable l'État de cette situation-là? Il est On a le sentiment que les responsabilités sont ailleurs. Responsable explicitement. C'est un peu commode de parler de manipulation. Implicitement, de laisser en Corse une situation politique dégradée, de ne pas redonner la légitimité à l'affirmation de tout un peuple qui a voté pour le changement. Il n'a pas voté une majorité politique avec un Gilles Simeone et la présidence de l'Assemblée de Corse pour qu'on gère la Corse comme la région Auvergne. On est dans un autre système, dans une autre dimension. Aujourd'hui, elle est niée. Quand on en est à nier des résultantes d'un combat politique de 50 ans, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se passent bien. Mais qui est responsable là, Gilles Simeone ou Paris? Je considère que la plus grande responsabilité, elle appartient au pouvoir du plus fort. Le pouvoir du plus fort, c'est Paris. Et dans ce cadre-là, il leur appartient aujourd'hui de nous écouter, de se responsabiliser et d'avoir une écoute du problème corse à la hauteur des 50 années passées et pas en écoutant la rue chaque semaine. Mais vous avez aussi une responsabilité. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des organisations nationalistes. Aujourd'hui, les rapports sont très mauvais entre tout le monde. Entre la majorité territoriale et le PNC, entre le PNC et Corsica Libre. Vous-même, Corinne Front, vous n'avez pas de bon rapport avec Corsica Libre. Alors, au-delà des risques d'affrontement, c'est quand même un problème de crédibilité politique. Comment on prétend faire le bonheur d'un peuple et d'avancer quand on n'est pas capable de s'unir? La logique aujourd'hui des rapports dans le mouvement nationaliste, elle est issue de nos fractures, de nos divisions, de nos inimitiés. Mais par contre, je suis persuadé que ce qui nous rapproche est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Si on fait abstraction de nos personnes, de nos ressentis. Et je crois qu'aujourd'hui, la Corse, elle a besoin de hauteur. Et elle a besoin qu'on se positionne à un enjeu étatique et pas à un enjeu individualiste renfermé. Il pourrait y avoir la place pour une forme d'union nationale, justement, dans cette famille-là. Elle peut exister malgré les élections de 2021 et le résultat qu'on connaît. Moi, je pense qu'il y a la place pour qu'il y ait une plateforme de revendication collective et commune sur un socle, sur une première étape de souveraineté qu'on doit exiger du pouvoir central français et que pour cela, il faut que l'on soit unis et forts sans que l'on soit pour autant dans une union béate de conformisme et de cogestion. Ça n'a rien à voir. Alors, nous allons revenir sur ces évolutions, mais d'abord évoquons votre démarche, celle de votre mouvement, Corinne Front, qui a fait irruption sur la scène institutionnelle en juin 2021. C'est un sujet de Marc-Antoine Relouch. On regarde. L'émotion de Paul-Félix Benedetti ce soir du 27 juin 2021 en témoignait déjà. Corinne Front restera bien l'un des vainqueurs des dernières élections territoriales sur l'île. 6 sièges, plus de 12% des voix. Le mouvement, absent de la précédente mandature, se plaçait alors au centre du jeu politique. 1 an et demi plus tard, que peut-on retenir des premiers pas de Corinne Front au sein de l'hémicycle régional? Sur les bancs de l'Assemblée de Corse, les prises de position de Paul-Félix Benedetti et des siens à l'égard de l'exécutif ont oscillé entre critiques de fond et volonté de convergence. Au niveau des votes, Corinne Front n'a pas hésité à soutenir régulièrement des rapports portés par l'exécutif régional. Un fait, il est vrai, assez habituel, même pour un groupe d'opposition. Mais signe plus révélateur, sur des votes capitaux tels que ceux des budgets primitifs et supplémentaires, le groupe Corinne Front a choisi l'abstention ou la non-participation, tandis que les autres groupes d'opposition se positionnaient contre. Durant les événements qui ont suivi l'assassinat d'Ivan Colonne, Paul-Félix Benedetti ne s'est que très rarement associé aux critiques, parfois vives, exprimées à l'encontre du président de l'exécutif. Au plus fort de la tempête, le leader de Corinne Front était lui-même monté au créneau pour défendre la présidente de l'Assemblée de Corse, tensée par des manifestants devant les grilles de l'institution. Oh, franchissimo basta! Oh, qui ci sono patrioti, ci sono gli anticani stradiati, chi si sono mangiati, annati in prigione e ci sono chi muoiono in prigione. Allora, appena ti rispetto, appena ti lotta, e mica vergogna.
En revanche, son opposition à certains rapports a parfois été forte. Exemple récemment sur le dossier de la DSP maritime, où il reprochait à l'exécutif son manque de clarté, notamment sur la volonté de créer une compagnie régionale maritime, revendication historique des nationalistes. Parallèlement à cette action à l'Assemblée, le parti Corinne Front a également tenté d'occuper le terrain de manière soutenue. Action de protestation lors de la venue d'Éric Zemmour en Corse, appel au boycott lors de la présidentielle, opposition aux bateaux de croisière, ou encore dénonciation de la hausse des prix du foncier et de l'immobilier. Ici à Ajaccio, le mouvement avait alors loué un appartement sur Airbnb pour l'occuper derrière. Corinne Front avait également décidé de ne pas présenter de candidat aux législatives en juin dernier. Un choix assumé et justifié, mais qui pourrait aussi traduire un défaut d'implantation locale du mouvement dans certains secteurs géographiques. Cette course militante et électorale dans laquelle est engagé Corinne Front et qui l'oppose notamment à son rival indépendantiste Corsica Libre s'apparente de toute manière davantage à un marathon qu'à un sprint. Car en dehors peut-être des européennes, aucune élection majeure n'est prévue en Corse avant 2026. Alors Paul Félix-Benedette, vous avez un positionnement équidistance entre la majorité et l'opposition, mais est-ce que c'est tenable sur le long terme? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de faire un choix, soit vous situer du côté de la majorité, soit rester dans une opposition systématique? Nous, on est dans la majorité des patriotes corses qui ont un combat pour des avancées institutionnelles, pour un mieux vivre en Corse, pour le respect de notre peuple et de nos droits historiques. Lorsque les positions d'une majorité gouvernante, quelle qu'elle soit, vont dans ce sens, il est logique de les appuyer. Lorsque je siégeais sous une majorité d'un Paul Jacob et d'une présidente de Dominique Boukine, il nous est arrivé à maintes reprises de les soutenir. Lorsqu'il y a eu le projet de citoyenneté, lorsqu'il y a eu le projet du PADUC, et je ne vois pas pourquoi on ferait en permanence des oukases de jeter des opprobes au prétexte que Gilles Simeoni a transgressé sa sainte alliance avec ses anciens partenaires. Moi, je regarde droit devant. Lorsque je considère que ça va dans le bon sens ou qu'il faut faire bloc, on fera bloc. Et lorsque je considère qu'on est dans la petite gestion, dans la mauvaise gestion, dans les mauvaises trajectoires, on le fait savoir. Pour le moment, de manière globale, on considère que la gestion n'est pas bonne. Mais on considère que derrière, on est quand même dans un système politique où les nationalistes ne sont pas n'importe quelle force. Ils sont arrivés là au prix des larmes et du sang. On doit respecter ceux qui ont versé ces larmes et ce sang. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je ne peux pas, par exemple, adosser un vote de responsabilité avec une opposition droitière, héritière historique des antinationalistes. Il n'y a pas que la droite qui est dans l'opposition. Il y a le groupe Avancem aussi qui a voté contre le budget. On veut se marquer notre différenciation. Mais la logique... Ma différenciation, elle est dans ma vie politique, elle est dans mon comportement au quotidien, elle n'est pas dans un vote d'hémicycle simpliste. Mais la logique, quand on est dans l'opposition et qu'on porte des critiques aussi sévères que les vôtres, vis-à-vis de la majorité territoriale, vous les accusez d'être dans l'affichage et pas dans la réalité du quotidien, la logique, c'est de voter contre le budget. On a l'impression que parfois, vous volez au secours de la majorité territoriale. Oui, par pure forme, ne pas voter, ça veut dire que le budget ne nous convient pas. Malheureusement, on ne peut pas travailler dans les conditions actuelles, puisque un budget, il est présenté ficelé. Il y a une majorité de 32 qui sont des suiveurs. Il n'y a pas de possibilité, je pense, de faire des amendements structurels pour changer une politique, un budget, si on change les lignes. Si on renvoie, par exemple, X millions en plus sur un développement territorial très spécifique, dans tel secteur, dans tel domaine, ça veut dire qu'on change la politique. Ça veut dire qu'on gouverne à la place du président Simeoni ou qu'on rentre dans une co-gouvernance. Donc je pense que dans ce cadre-là, que l'on soit dans une logique de posture de dire on vote contre ou de dire on vote pas, à partir du moment où il y a 32 qui le votent, ça ne sert à rien. Les votes ont un sens. Vous parlez des 32. S'il n'y avait pas eu majorité absolue de la majorité territoriale, est-ce que vous auriez voté contre ce budget? Je ne sais pas à ce moment-là comment aurait été la gouvernance de la Corse. Est-ce qu'elle aurait eu une logique beaucoup plus politique nationaliste, historique, ou est-ce qu'elle aurait dévoyé vers une logique réformiste pour prendre une ou deux voix, par exemple, dans le centre droit, autonomo-régionaliste? Ce qui aurait été aussi une éventualité. À vous entendre, ce n'est pas une gouvernance nationaliste aujourd'hui?
elle n'est pas nationaliste aujourd'hui au sens de l'histoire. D'ailleurs, l'équipe de gouvernement de Gilles Simeone est une équipe qui est majoritairement ouverte sur des personnalités qui ne viennent pas de notre matrice structurelle historique. Aujourd'hui, dans la gestion de Gilles Simeone, vous diriez de quel côté penche la balance? Il y a plus de points négatifs que positifs ou le contraire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas regarder de manière globale politique avec un plus ou un moins. Moi, tout ce que je dis, c'est que si j'étais à sa place, j'aurais fait bien autrement. J'aurais fait de la politique frontale. On est là pour changer le système, on est là pour adapter le système à la conjoncture actuelle. La conjoncture mondiale est très difficile, mais c'est dans ces moments-là où il y a la place pour de l'innovation, pour le respect de nos engagements, de notre feuille de route. Et je crois que, par exemple, la compagnie régionale, on l'a enterrée l'autre jour. Pas nous, on a voté contre. Tout en disant qu'on allait occuper... Alors que la Corse avait droit à autre chose. Tout en disant qu'on allait occuper les 7 ans de la DSP qui viennent pour précisément la recréer. Alors est-ce que c'est on est sur la poudre aux yeux là, parce que vous dites enterrée, d'autres pensent qu'elle n'est pas enterrée, en particulier le pouvoir territorial, voilà. Non, sur ce simple sujet, je crois qu'il y a absence d'une politique volontaire. Il y a une adaptation à un système qui est fort, parce qu'il est économique, parce qu'il est monopolistique. Est-ce qu'il y a les moyens d'avoir une autre politique? Bien sûr qu'il y a les moyens. Lorsque vous avez un budget disponible de 100 millions d'euros annuels, il y a déjà les moyens financiers. Ensuite, il faut la volonté politique. La volonté politique, c'est la volonté collective d'un pays à construire qui s'appelle la Corse. Oui, mais quand on gère déjà plus de 5000 agents, est-ce qu'on a vocation à s'ériger en armateur? Oui. Oui? Oui. Quand on a de telles contraintes, de telles logiques de monopole, moi je dis oui. Et c'est pour cela qu'il y a nécessité d'avoir une compagnie territoriale qui n'est pas forcément une compagnie 100% publique. Il faut admettre que le système économique marchand, le système commercial est un système qui a besoin de flexibilité et que dans ce cadre-là, il y a des statuts qui sont adaptés. Des sociétés d'économie mixte, des SPL, une SA à capitaux publics. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on va y revenir après. Une gouvernance politique, pas une gouvernance du patronat corse. On avance un peu pour évoquer la situation politique au-delà du camp nationaliste et ce fameux dialogue interrompu après avoir à peine commencé. Alors, diriez-vous qu'il s'agit d'une tromperie, d'une manœuvre ou simplement d'un contretemps qui s'éternise? C'est un dialogue qui n'a pas été naturel. Il a débuté face à un drame, l'assassinat en prison d'Ivan Colonne, une Corse insurrectionnelle qui se révolte contre cette ignominie, et un État qui nous mandate, un ministre de l'Intérieur, pour rouvrir un cycle de discussion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû rentrer dans une logique d'apaisement politique. On ne peut pas avoir dans le même laps de temps où on est censé discuter d'un statut nouveau pour la Corse qui doit solder nos 50 années de conflit. Qu'on le veuille ou non, il y a eu un conflit entre la Corse et la France. Et il est toujours en gestation. Derrière, donc, on doit avoir des actes de paix, des actes de respect. Quand dans le même laps de temps, vous avez sur des demandes simples, mise en liberté conditionnelle, en semi-liberté, sur des militants qui ont accompli quasiment un quart de siècle en prison dans des conditions exemplaires, irréprochables, dans leur statut de détenu, et qu'on les garde en prison parce qu'il y a des notes du ministère de l'Intérieur, du renseignement intérieur, qui disent que s'ils sont libérés, il y a trouble à l'ordre public, et que systématiquement on se sert de ces arguties pour les laisser en prison, et que dans le même laps de temps, les personnes qui ont autorité sur les rédacteurs des rapports sont les patrons de la réunion de discussion politique, je crois qu'il y a tromperie. La définition de Darmanin comme un pompier pyromane, finalement, c'est l'habit qui lui va le mieux, selon vous? Ça a été exprimé par Corinne Front, hein. Moi, je ne vais pas jusqu'à caricaturer, les choses sont trop graves. Par contre, je pense qu'il y a en France deux États. Il y a l'État permanent, l'État réel. Cet État réel, c'est la préfectorale, l'appareil policier, l'appareil judiciaire et l'appareil militaire. Et ensuite, il y a l'État temporaire. Je dirais l'État fluctuant,
où il y a des ministres au gré des gouvernements, au gré des élections. Mais je pense qu'ils ne sont pas au centre du pouvoir réel et qu'aujourd'hui, il y a des grosses manipulations. Il n'y a pas de patron politique, selon vous? Il n'y a aucun patron politique, il n'y a plus de grands ministres, il n'y a plus d'hommes d'État et il n'y a plus d'hommes d'histoire. Aujourd'hui, en Corse, le problème, il est historique. Et il faut quelqu'un qui ait la conscience du problème historique posé par les Corses à la France. Et que la solution, elle passe par une avancée qui sera un solde général de tous ces conflits et qui soit à la hauteur des enjeux. L'enjeu dont vous parlez est énorme. Solder 50 ans de lutte pour aller vers un statut d'émancipation. Et vous le conditionnez à la situation des prisonniers politiques? Je le conditionne. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous comprenez? C'est le traceur de la mauvaise foi. Aujourd'hui, comment voulez-vous que nous allions plus loin lorsque sur des choses fondamentales et très simples, il y a des blocages et des manipulations et des tentatives de déstabilisation. Mais ça peut se régler à la fin, ce problème-là. Jospin l'avait dit à l'époque du processus de Matignon. Jospin a eu une vision d'homme d'État pour la Corse. Il a eu la malchance de ne pas être réélu et que l'on ne puisse pas aller au bout d'un processus qu'il avait initié. Avant lui, un Jox, un François Mitterrand avait eu des visions étatiques très fortes. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'un saut qualitatif qui soit au même niveau de seuil que l'a été le statut particulier de 1982, lorsque la Corse a eu cette avancée politique qui semblait très simple aujourd'hui, mais qui était quand même quelque chose de très fort. Donc aujourd'hui, 40 ans après, il est légitime qu'on ait au moins un statut équivalent à celui de notre île voisine, la Sardaigne, et qu'on arrête de discuter du sexe des anges. Nous n'en sommes pas encore là parce qu'on ne discute pas. Vous conditionnez la reprise du dialogue à la situation des prisonniers politiques. Est-ce à dire que vous la conditionnez uniquement au cas de Pierre Alessandre et d'Alain Ferrand, ou ça va plus loin? Vous demandez la libération de Charles Pierre et d'autres prisonniers politiques s'il y en a dans le futur? Parce que là, on s'en sortira jamais. Je considère qu'aujourd'hui, on doit avoir en Corse un adjournement des politiques répressives. On doit arrêter aujourd'hui les investigations sur des affaires antérieures, même si l'appareil judiciaire français a des éléments fondés. Aujourd'hui, où on est dans un processus de paix, où on est dans un processus mais ce d'affaires. saut qualitatif dont vous parlez pour le gouvernement, pour Paris, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ce saut qualitatif en Corse? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la situation des forces politiques de la Corse, personne n'est d'accord sur rien. Alors de quoi est-ce que vous allez discuter déjà entre nationalistes, mais également avec l'opposition? Alors de quoi est-ce que vous pouvez discuter à ce moment-là? Non, mais là aujourd'hui, la discussion, elle ne doit pas être sectorisée. Elle doit être globale. Ah oui. Une discussion globale, ça veut dire que la Corse, elle doit avoir les moyens de s'autogouverner sur les axes fondamentaux de la politique d'aménagement d'un territoire insulaire, à savoir un statut, dans un premier temps, d'autonomie interne, avec le sens de l'autonomie interne tel que l'avait défini Mendès France à l'époque de l'autonomie de la Tunisie, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs principaux localement. Et aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. L'autonomie, ça reste le moins 10 ans pour vous? Pour moi, c'est une étape. Moi, j'ose espérer que dans les décennies à venir, il y aura une Europe des peuples qui se construira sur la destruction de l'Europe des nations, qui est une Europe qui est méprisante de ses minorités et de son histoire, et qu'on aura un espace fédéral où la Corse aura toute sa place. Quelle méthode vous proposez pour avancer, pour sortir de cette situation de blocage? La rigueur, la cohérence et une proposition ferme, c'est-à-dire qu'on nous cale un projet politique qui soit en politique comparée. L'État? L'État français. Alors, ça doit venir de l'État. Nous, on le demande, et nous, indépendantistes, on est prêts à accepter une feuille de route à minima avec un statut d'autonomie. Je ne peux pas faire plus. Les indépendantistes, quel que soit, je dirais, leur famille, ne peut pas faire plus. Donc nous, on a déjà fait le pas. Alors vous inversez la proposition. Quand Darmanin dit « décrivez-moi le projet économique qu'il faut pour la Corse », mais ce sont des discussions manipulatrices. Aujourd'hui, l'État a fait ses comptes. Il sait que la Corse est une région autonome viable, qu'elle est potentiellement riche
bien qu'elle génère énormément de richesses, de misère, dans la mesure où la répartition, l'équirépartition sur l'ensemble des populations, sur l'ensemble des territoires n'est pas faite. Mais elle a des potentialités énormes. Donc la condition pour qu'on obtienne une avancée, c'est que l'État le veuille bien. On est dans des discussions léonines. Le plus fort aujourd'hui, je le reconnais, c'est l'État français, c'est pas nous les Corses. Même si on est à 70% sur un vote nationaliste pour demander le changement. Donc, vous avez toutes les îles périphériques de l'arc latin, les îles espagnoles, les îles portugaises, les îles italiennes qui ont des statuts d'autonomie avancés. Nous, on demande, dans un premier temps, d'avoir au minimum ces statuts-là. Ensuite, qu'on nous laisse un laps de temps d'autogouvernement pendant quelques années, et nous, on demande à avoir le droit de demander d'aller au-delà, c'est-à-dire de garder notre droit à l'autodétermination. Mais je ne le cache pas. Moi, je le dis clairement, dans notre idée d'indépendantiste, une autonomie, c'est une première étape vers une souveraineté. Mais si demain, l'ensemble démocratique de la Corse décide d'en rester là, nous l'accepterons. Là, on parle du contenu de discussions qui n'ont pas lieu. Et c'est ça le problème. Alors, pour en revenir un instant aux conditions de reprise, est-ce qu'une amnistie, une sorte d'amnistie générale que vous réclamez, peut aller de pair avec la reprise des attentats et de la clandestinité que vous ne condamnez pas? Au contraire, lors de votre dernière Assemblée générale à Corté, vous avez soutenu dans une motion le FLNC. Aujourd'hui, vous avez une situation sociale, politique, culturelle, économique et historique qui est encore plus conflictuelle qu'en 1976 lorsqu'il y a eu la création du FLNC. Donc aujourd'hui, si on veut que les choses se calment, qu'il n'y ait pas une nouvelle génération de combattants qui ont aujourd'hui 20 ans, il faut qu'on crée les conditions politiques de l'apaisement et qu'on crée l'espoir. Pour créer l'espoir, il faut donner aux Corses ce qu'ils ont réclamé, légitimement, démocratiquement. Aujourd'hui, tourner autour du pot, comme le fait le gouvernement français, trouver des prétextes, vouloir discuter sectoriellement, on va discuter d'un côté de la TVA, d'un autre côté de l'agriculture, d'un autre côté du tourisme, d'un autre côté de la santé, d'un autre côté de la culture. Je veux dire non, on ne demande pas ça. Nous, on demande d'avoir une proposition politique cohérente sur un statut global avec une loi organique qui donne des compétences exclusives à la Corse dans tous les domaines qui ne sont pas, pour le moment, les domaines fondamentaux d'un État avec la monnaie, la défense et l'appareil, je dirais, judiciaire. Sécurité. Pour préciser la question de Patrick, on l'a vu encore ces jours-ci, pas plus tard qu'hier, l'incendie de Villa à Caude. La semaine passée, c'était à Latte. Il y a une multiplication de ces attentats. Est-ce que pour vous, alors vous avez expliqué les conditions politiques, la clandestinité a encore un avenir, ou alors il faut tirer un trait dessus, c'est terminé, comme le dit Gilles Simeoni? Elle a toute sa place dans la situation aujourd'hui, dans la mesure où l'espace politique démocratique est nié. Il vous reste l'espace de la révolte. L'espace de la révolte, il est fondamentalement anticonformiste. Il a besoin de se protéger. Vous ne pouvez pas avoir un acte, je dirais fort, de vous opposer à l'invasion massive, à la construction anarchique, à la spoliation de votre patrimoine foncier et immobilier, avec, je dirais... donc pour vous, c'est ou la clandestinité ou l'accord politique. Avec des comportements normatifs. Et en même temps, donc, je veux dire, c'est un appendice naturel de la révolte d'avoir une clandestinité violente. Quand il y a négation du droit démocratique des Corses. C'est un cercle vicieux, oui, parce que cette lutte clandestine génère de la répression, génère des arrestations et empêche le dialogue. Ensuite, il faut objectivement reconnaître que c'est une violence, mais elle est symbolique aujourd'hui. Elle est dans le symbole du feu, dans le symbole de la destruction. Elle n'est pas dans le symbole militaire d'une destruction par des bombes ou par des attaques avec des armes de guerre. Donc il est important de dialoguer, quoi. Je pense que c'est quand même... Vous interprétez l'incendie de cette manière-là? Moi, je l'interprète de cette manière-là. Je l'interprète comme, je dirais, une arme populaire, légitime, faite par, je pense, des personnes qui sont exaspérées et qui ne voient pas la solution, mais qui la réclament
Et je crois qu'aujourd'hui, il nous appartient à nous, militants politiques, anciens, de pousser pour qu'on obtienne cette avancée politique et qu'elle soit le traceur d'un espoir. Et c'est l'espoir qui donnera à l'ensemble du peuple corse la volonté d'aller de l'avant, d'accepter des concessions pour qu'on construise un pays. Mais je veux dire que dans le cadre aujourd'hui du mépris, de la négation, d'arrestations intempestives et permanentes, à la volée, je veux dire, on ne peut pas avancer. Juste en un mot, hier soir, Pierre Sabine, dans une émission sur RCFM, a dit qu'il ne croyait plus aux discussions de Beauvois, une reprise de ce dialogue. Et vous? Écoutez, moi je ne crois pas forcément aux discussions de Beauvau, mais je crois à la force de mon peuple, je crois à la force de mes convictions, je crois à la légitimité de mes revendications, et je crois que par respect, je l'ai dit, pour tous ceux qui ont versé des larmes et du sang, on est obligé de continuer à y croire. Parce qu'on est condamné à gagner si on ne veut pas mourir. Donc dans ces conditions-là, moi, ça ne sera peut-être pas des discussions, ça sera peut-être un échange à longue distance. Mais l'échange, il est très simple. Vous voulez nous respecter, nous écouter, vous voulez nous aimer, comme vous dites, ben alors donnez-nous ce qui nous revient. Ce qui nous revient, c'est une avancée politique institutionnelle qui soit très forte, et rien d'autre. Alors aujourd'hui, s'est ouverte la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur l'assassinat d'Yvan Colonne, ou plus précisément, c'est son intitulé, sur les dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire. Vous pensez que la vérité en sortira? Je ne sais pas quels sont les moyens d'investigation de la commission. Aujourd'hui, de mon avis et de mon ressenti, je pense qu'il y a une manipulation à un très haut niveau, que les choses ne sont pas... Vous pensez que c'est un assassinat commandité? Je pense que les choses ne sont pas faites par hasard. On ne peut pas être un islamiste en statut de DPS et être, comme ils disent les détenus, oxysport. Dans quel intérêt pour l'État? Il y a une concomitance de faits et d'événements et de non-action. De Paul-Félix Benedette, dans quel intérêt pour l'État? Qu'il y a quand même une très très grosse manipulation, voulue par qui? Je vous l'ai dit, il y a deux États. Il y a ces deux États. Je pense que le deuxième État, vengeance, quoi. Que l'État réel, l'État qui est aux commandes, l'État qui manipule, l'État qui instrumentalise, l'État qui a la gestion de l'appareil du renseignement général, l'appareil pénitentiaire, de l'appareil administratif et de l'appareil judiciaire, cet État-là, il est dans une volonté de vengeance et que pour lui, le peuple corse est un peuple préficide et que dans ce cadre-là, mais quel a été le gain pour l'État de cet assassinat? Une situation de violence comme on n'en a jamais vu en Corse depuis des années et des années, l'obligation d'ouvrir un processus de dialogue alors qu'il n'y tenait pas vraiment? Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous êtes uniquement dans une logique de rendre des coups, de faire payer, vous ne vous attardez pas aux conséquences. Vous regardez l'acte immédiat. Dans l'acte immédiat, ils doivent, dans leur petit moi intérieur, considérer qu'ils ont vengé le préfet Erignac. Et pour en terminer... Mais je pense que c'est quelque chose de très petit, de très grave en tout cas, et que ne serait-ce que par rapport à cette manipulation, il y a besoin que les tenants aujourd'hui du pouvoir français, entre autres ceux qu'on nous envoie pour négocier, entre guillemets, ils aient ce qu'on appelle de la circonspection. Et qu'ils aient une vision qui soit politique et avec un spectre à moins 40 ans et plus 40 ans. C'est-à-dire qu'on soit sur une dimension globale, comme ça a été par le passé. Moi, je crois que lorsqu'un Michel Rocard parlait du peuple corse, il ne le faisait pas par adhésion politique. Il le faisait par une adhésion à l'histoire de la Méditerranée, à l'histoire de l'Europe, où la Corse y est. Le nier aujourd'hui, c'est nier l'ensemble d'un peuple. Donc moi, je crois qu'on a besoin, pas forcément d'un processus de pantouflage,
avec des jeux de chaises, un plan de table. On a besoin aujourd'hui d'une décision politique étatique de dire voilà, on va avancer, on vous propose un statut, comment le voyez-vous? Et pas de nous tourner à l'envers, les discussions donnez-moi vos propositions, on va voir ce qui est recevable et pas recevable. Ça, c'est il faut attendre que le plan vienne de Paris. Donc les discussions ne servent à rien. La demande, elle est faite. Non, la discussion, elle sert à éventuellement argumenter s'il apparaît des contradictions. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement français qui n'a fait aucune proposition. Et il est là pour nous écouter. Mais nous écouter, ce qu'on dit, c'est la même chose depuis 50 ans. Juste pour en terminer avec la commission d'enquête parlementaire, vous ne faites aucune confiance à l'enquête judiciaire pour déterminer la vérité sur l'agression d'Ivan Colonne? Vous pensez qu'elle peut être biaisée par tout ce que vous venez de décrire? Non, moi je pense qu'on va trouver des lampistes, on va trouver le directeur de la prison, on va trouver le surveillant qui a oublié de regarder la caméra, mais on ne va pas chercher qui est l'officier de liaison qui a traité le tueur. Allez, on passe à la seconde partie de notre émission pour évoquer les différents dossiers. D'abord, celui des institutions. On a commencé à en parler avec l'autonomie. C'est le maître mot aujourd'hui. Alors, vous avez dit que vous étiez d'accord avec le principe, même si ce n'était qu'une étape. Mais concrètement, quel transfert de compétences vous voulez aujourd'hui pour la Corse ? La totalité des compétences qui sont liées à l'aménagement du territoire, à la gestion de la vie sociale, de la vie publique. Je veux dire, il suffit de regarder quel est le statut de la Sardaigne, quel est le statut des Açores, quel est le statut des Canaries, quel est le statut des Baléares, quel est le statut de la Sicile. Chaque statut est particulier, par exemple, quel est en le matière statut fiscale. de Madère. Non, mais on dit oui, ils sont tous particuliers. Non, ils ne sont pas tous particuliers, ils sont tous les mêmes. Ils ont tous les transferts de compétences, ils ont d'abord la ressource fiscale. Alors, bien entendu, il y a des régions qui ont une ressource fiscale suffisante et qui n'ont pas de Catalogne n'est pas le même que celui des Açores. Et qui n'ont pas de contribution étatique de compensation. Voilà, vous demandez quoi, par exemple? Vous demandez des transferts de fiscalité. Mais si toute la fiscalité qui est perçue en Corse est transférée, ça ne suffirait pas. Moi, je demande le transfert de la compétence, de la gestion territoriale de la Corse. La fiscalité est un appendice de la gestion territoriale. C'est un élément important. Moi, je demande, une fois que j'ai la fiscalité, de pouvoir fixer moi-même les taux de la fiscalité. Ce n'est pas les taux français que je demande, c'est des taux. Moi, je dis, voilà, vous faites votre fiscalité. C'est-à-dire, on fixe, nous, notre seuil d'impôt, notre seuil de TVA, nos trois impôts. Les impôts directs, indirects et les impôts de l'argent circulant, c'est-à-dire la TVA. Et dans ces cadres-là, on a nos ressources. Ensuite... Vous croyez que ça compense les transferts de l'État? Et on en termine avec les péréquations. La péréquation, elle est à regarder. Si on a un laps de temps d'adaptation et qu'on doit demander une compensation financière pour remonter au niveau, on la demandera. Aujourd'hui, il est historiquement admis que la Corse a un état de carence économique lié à la logique coloniale française qui a asphyxié la Corse, qui lui a mis des droits douanières, qui a cassé son démarrage économique au début du XXe siècle, qui l'a vidé de sa population dynamique pour créer l'empire colonial français. Tout ceci, ce sont des faits historiques. Aujourd'hui, à Paris, lorsqu'on a eu la dernière vraie réunion de travail, le rapport de l'inspection générale des finances, elle dit que la Corse, elle est à l'équilibre économique. Elle n'a pas de la France tant que ça. L'ensemble des finances données par la France à la Corse se chiffre à moins d'1 milliard d'euros. Lorsque vous avez un PIB à plus de 10 milliards, lorsque vos revenus d'ailleurs c'est 10 milliards, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, parce qu'ensuite il faut mettre en face combien nous on rend. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, occupation de domaine public, entre autres la base de Salanzar à l'armée. Je vous en parle parce que les Açores a une base militaire louée à l'OTAN qui lui donne 200 millions de dollars par an de rentrée. Donc chaque chose a un coût, un dû et des obligations. Donc moi je crois qu'aujourd'hui en Corse, on doit discuter de manière globale et on ne doit pas discuter de manière transversale. Je veux dire, notre problème, c'est pas de savoir quelle est la TVA qu'on doit transférer à la Corse, ou quelle va être, si ça va être la fiscalité des successions, la fiscalité du tabac, ou la TIPP pour l'essence. Non, on veut tout.
on se débrouillera. Nous l'évoquions en introduction de l'émission, la situation sociale de la Corse est extrêmement préoccupante. Pauvreté, inflation pèsent lourdement, même si les chiffres du chômage apparemment donnent l'impression d'une relance. Alors on regarde le sujet de Dominique Moret. La Corse, région la plus pauvre de France. Avec un produit intérieur brut de 9,4 milliards d'euros, en 2018, le PIB par habitant est de 27 780 euros, soit 8% de moins que celui de la France de province. À cela s'ajoutent d'autres réalités. Côté retraités, la faiblesse des pensions agricoles et le faible taux d'activité féminin des générations antérieures contribuent à la pauvreté. Côté actifs, le temps partiel, notamment dans les services à la personne, la saisonnalité de l'hôtellerie-restauration, l'importance des travailleurs indépendants non salariés et le faible taux d'encadrement des petites entreprises avec peu de dialogue social sont des composantes majeures. Ainsi, les salaires mensuels du privé sont en moyenne de 2 346 euros, soit 400 euros inférieurs à ceux du continent. Si le tableau est sombre, en revanche, le taux de chômage est à un niveau historiquement bas. Les entreprises peinent à recruter. Fin décembre, l'Assemblée de Corse a adopté un rapport d'orientation. Le but est d'être associé à une large concertation avec l'État et les représentants du monde économique. Une des pistes est de convertir l'actuelle prime pour l'emploi en un mécanisme incitant les entreprises à mieux rémunérer. Je vous rappelle que c'est les salaires les plus bas de l'espace français, dom-tom compris. On n'a pas encore la main sur l'aspect charges sociales et charges fiscales, pas encore. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent aux entreprises de mieux considérer les salariés et de mieux les rémunérer. L'intéressement, les tickets restaurants, l'ITRC, la participation aux mutuelles de santé ou de prévoyance. Autant d'éléments qui sont à promouvoir pour que les entreprises puissent mieux accompagner leurs salariés. Dans l'île, après versement des prestations sociales, 18,5% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 080 euros par mois. C'est 4 points de plus que sur le continent. Une situation d'autant plus difficile que les loyers sont élevés et que les logements sociaux manquent. De plus, les prix à la consommation sont supérieurs de 8,7% à la moyenne nationale. Cela concerne également les carburants. L'Assemblée de Corse a voté un plan de lutte contre la précarité. En 2023, 210 millions d'euros sont programmés pour les politiques sociales, soit un peu plus du 5e du budget. Alors, lors de la campagne des élections territoriales en 2021, vous déclariez dans un entretien à Corse Matin, je cite, que les avancées politiques offriraient un progrès social, une répartition de la richesse, un mieux vivre. Quelle est votre recette? Parce qu'on a l'impression que là, vous vendez un peu du rêve, quand on regarde la situation économique de la Corse. Non, aujourd'hui, la Corse est potentiellement riche. Elle a augmenté sa richesse de 50% en 25 ans. Le chiffre du PIB, on n'est pas à 9, on est à 11 milliards. On était à 7 milliards, à moins de 7 milliards il y a 25 ans. Donc, où est passé l'argent? À qui a-t-il profité? Comment est-il réparti? Comment circule-t-il? Aujourd'hui, on est quand même dans un paradoxe. On est un des seuls, je dirais, territoires fermés où l'action publique est très forte sur l'action économique. C'est la politique qui impulse aujourd'hui les grandes stratégies, avec la construction, bâtiments, travaux publics, les flux touristiques. Et ça fait partie de notre maîtrise, d'où l'importance de la maîtrise des transports et d'où l'importance de la maîtrise des droits à construire, de l'utilisation du foncier. La Corse aujourd'hui, elle a 2 poumons, le bâtiment, travaux publics et le tourisme. Chacun pèse plus de 2 milliards sur les 10 milliards ou 11 milliards du produit intérieur brut de la Corse. Ensuite, la Corse, elle a un 3e poumon, ce qui la stabilise, c'est sa fonction publique. C'est à la fois un handicap et un avantage en période de crise. C'est-à-dire qu'elle a un tiers de ses emplois qui sont, je dirais, entre guillemets, des emplois de fonctionnaires. Donc des emplois sécurisés, à forte valeur ajoutée. Et on est un territoire paradoxal. On est une des seules régions au monde où le secteur public rémunère mieux que le secteur privé. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait une politique de territorialisation globale pour qu'on ait un système qui permette aux Corses de bénéficier des retombées. Dans le cadre du tourisme. Mais j'ai du mal à vous suivre. Vous, l'indépendantiste, vous vous satisfaisez d'un modèle qui repose sur le bâtiment, le tourisme et la fonction publique? Non, mais à partir du moment où ce modèle-là a créé une économie, cette économie-là, il faut la réadapter pour les Corses. C'est-à-dire demain, il
Il faut se poser la question. On construit pour qui 6 000 logements par an, alors qu'il nous manque 10 000 logements sociaux. Et qu'on n'en construit même pas 150 par an. Donc moi, je me sers de cette force économique, de savoir-faire. Mais sur les 6 000 logements, vous voulez pas changer le modèle, vous voulez l'adapter. Je n'en fais plus que 4 000. Et sur les 4 000, je choisis à qui je les donne. Si je les choisis pour les donner dans le système touristique, je fais en sorte que ça aille en complément de revenus vers des familles corses, qui puissent avoir un droit locatif, je dirais un droit de prise sur la Corse, sur sa beauté, sur son attraction, pour générer des revenus. Je ne laisse pas ce système s'équilibrer sur l'ordre marchand mondial et européen qui fait qu'aujourd'hui, un Corse, même s'il est en classe moyenne, ne peut plus acheter. Donc je mets un système avec des règles normatives qui redistribuent la richesse du tourisme et qui ne la laissent pas partir à volo, où on a aujourd'hui la moitié du système économique touristique qui est un système clandestin et parasitaire, sans que ce soit forcément de l'argent occulte, mais clandestin au sens de la Corse, c'est-à-dire que l'on ne maîtrise pas. Donc, c'est quelque chose, je crois, qui est important. La partie économique, aujourd'hui, elle a besoin d'être recentrée sur le besoin des Corses. Et je crois que c'est le rôle des politiques fortes, et c'est pour ça qu'on a besoin de mesures spécifiques. Dans le droit commun européen, on a ce qu'on a depuis 30 ans. Mais comment vous faites? Vous mettez régulièrement en cause, par exemple, le consortium d'entreprises qui a été créé en Corse. Vous contestez la situation de monopole, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Comment est-ce que vous agissez à leur égard si demain vous êtes aux affaires dans le cadre d'un statut d'autonomie? Vous cassez ces monopoles, mais comment vous faites? Pour casser un monopole, c'est l'État. Je les laisse faire. Moi, je ne vais pas les casser en tant que structure existante. Vous ne l'octroyez pas une délégation de service public maritime, par exemple. La DSP, on aurait regardé autrement pour faire du contrat in-house, pour faire des DSP beaucoup plus encadrés j'aurais gardé au moins 2 lignes en droit d'exclusive en navigation propre, comme ça avait été prévu avec la CEMOP. Les projets, je les rappelé au président, ils étaient bons. J'étais pas là pour les voter, mais il fallait par contre les mettre en application. Voter des incantations, je veux dire, ce sont des vocales. C'est plus, on n'est même plus dans de la prose. Juste avant de poursuivre, un mot, puisque la réforme des retraites va venir en discussion au Parlement bientôt. Apparemment, les députés insulaires, à part Laurent Marcangeli, devraient s'opposer au texte, même si le groupe Lyotte, lui, a émis seulement des réserves. Vous voteriez ce projet de réforme ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la population devient vieillissante. On a un système aujourd'hui en France de retraite par répartition où en gros ce sont les cotisations de l'année qui payent la totalité des retraites de l'année. Un système comme il est avec le taux d'appel de cotisation, il aurait besoin d'avoir 2 travailleurs pour un retraité. Donc il faut que ça s'équilibre aujourd'hui. Non, le système aujourd'hui, il est en faillite. Maintenant, la question c'est pourquoi il est en faillite. Pas aujourd'hui. Comment est-ce que les caisses ont été bien alimentées? Est-ce que ce ne sont pas les patrons français qui ont fait trop de prédation sur le labeur des travailleurs et qui empêchent que le système de répartition et qu'aujourd'hui on l'amène à la faillite pour venir sur le système de capitalisation qui prévaut dans le monde entier et qui lui est un système où en gros si tu veux avoir une retraite, paye-la. Et sinon, prends ton argent, mais après, ne pleure pas si tu n'as pas de retraite. Est-ce que vous voteriez la réforme? Donc, moi, je ne la voterai pas, parce que ce n'est pas une réforme sociale. Pour la question de l'âge aussi. La vraie question, c'est comment on peut avoir le CAC 40 qui est aussi prolifique, autant d'argent circulant, et qu'on n'ait pas la capacité de créer un modèle où la classe dominante, la classe ouvrière, la classe travailleuse, la classe laborieuse, elle ait droit à une retraite digne. Et on fait aujourd'hui presque une avancée politique énorme en expliquant qu'on va donner 80% du SMIC à la retraite à tous ceux qui ont des petits revenus. 85, oui. Mais comme ils discutent en brut, à l'arrivée, je ne sais pas comment ça va faire. Mais non, mais je veux dire, non, c'est pas ça. Maintenant, moi, je me mets dans la situation d'un gouvernant d'une Corse indépendante, avec une pyramide des âges qui est encore plus accentuée vers la vieillesse que la France, mais je sais que nous aurions un problème. Mais on aurait obligation de réfléchir au système économique de la répartition de la richesse économique, de la richesse du travail.
Aujourd'hui, le travail global, il ne peut pas appartenir à 30 familles qui capitalisent annuellement cette richesse du travail doit aller autant que toute la Corse. Doit aller aux travailleurs, pas aux retraités. D'où les revendications chez Total de demander des augmentations de salaire. Le retraité est un ancien travailleur. Les dividendes ne peuvent pas tout financer. Et on doit avoir un système qui équilibre la création de richesse et la distribution de la richesse. Aujourd'hui, l'équilibre sociétal n'est pas fait. Le modèle mondial parfait n'existe pas. Le modèle capitaliste outrancier a montré ses limites. Le modèle stalinien complètement planificateur a montré ses limites. Mais je crois qu'il y a la place pour un modèle humain. Et je crois que la Corse, ça peut être un laboratoire d'idées exemplaires pour montrer un modèle, mais qu'on nous laisse le faire. Qu'on nous donne la main, qu'on nous dise, voilà, débrouillez-vous, créez votre modèle. Et je crois que sur un territoire comme le nôtre, on a la place pour faire qu'il y ait un mieux vivre, une répartition générale et qu'on ait un contingentement de la boulimie affairiste au profit de l'ensemble de la classe travailleuse de Corse. On évoque un autre dossier essentiel pour l'avenir et même pour le présent, c'est celui de l'énergie. Alors, l'ingénieur que vous êtes préconise l'indépendance énergétique, c'est bien beau, mais c'est à moyen ou plutôt long terme et à condition d'ailleurs d'investir massivement, que ce soit dans l'hydraulique, le solaire ou encore l'hydrogène. Alors, le retard est énorme aujourd'hui en Corse et donc c'est pas pour demain que l'indépendance énergétique sera assurée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? En attendant, on a déjà un programme cohérent pour aller vers une indépendance énergétique totale. C'est largement possible. La Corse en a les moyens. Quand vous pensez qu'un pays comme l'Espagne, non seulement veut être indépendant énergétiquement, mais il ne veut que des énergies propres. Il a un programme à 2050 pour le faire, en se basant sur des solaires, sur de l'éolien, sur le peu d'hydraulique qu'il a, hein, c'est le massif des Pyrénées, que l'Allemagne veut le faire. Nous, on a des richesses énormes en termes d'hydraulique, en termes de solaire, en termes d'éolien et surtout en termes de biomasse. Dans ce cadre-là, je crois qu'on doit avoir un programme stratégique. On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'on nous impose pour un tiers de notre apport en énergie une liaison avec l'Italie. C'est fait en catimini, mais c'est fait. Ça veut dire qu'on va être dépendant aujourd'hui des crises mondiales. Le retour du Cablico, quoi. C'est le retour en grande force. On est en train de le doubler. Derrière, on nous impose un système en énergie fossile, avec des centrales, qu'elles soient au GNL, qu'elles soient au fioul léger. Après, on nous dit oui, mais peut-être qu'elles vont marcher avec du végétal, avec de l'huile de colza ou avec de l'éthanol d'origine bio. Je dis, on doit avoir les possibilités de réfléchir autrement. Ensuite, la première... Mais là encore, ça fait partie des prérogatives de la collectivité, non, de définir la PPE. La collectivité de Corse est toujours adossée aux diktats d'EDF et de l'État. Et elle a toujours accepté les PPE de manière indigne. Aujourd'hui, une PPE pour la Corse, ce n'est pas une PPE pour la France et pour EDF. Mais d'accord, mais comment on fait? Quels sont les moyens? Parce que demain, vous voulez des barrages. Ça coûte cher, un barrage. La Corse, elle a des aménagements hydrauliques à finir, dans le cadre du schéma qui avait été voté en 1987 par l'Assemblée de Corse. Hein. Il n'a été fait qu'à un tiers. Même en 83 déjà. Donc on doit déjà faire un inventaire. Ensuite, s'il y a une nuisance, on l'examinera, mais au moins qu'on étudie. Aujourd'hui, il n'y a rien. On doit étudier le potentiel biomasse. La Corse, elle a chaque année une production de bois de 1 million de tonnes. C'est l'accroissement annuel de la forêt corse. On n'en coupe même pas 100 000 tonnes. Donc je ne dis pas qu'on va couper 1 million de tonnes, mais on a du disponible en biomasse. En éolien, on a des zones vantées énormes. Il y a eu des appels à projets européens. Vous savez très sur bien, de l'éolien offshore. On n'a même pas déposé un projet. Vous connaissez très bien la Corse. Vous savez qu'à chaque fois qu'un projet d'installation d'éoliennes sort des cartons, qu'un projet de barrage hydroélectrique sort d'un carton, il y a immédiatement un collectif qui se crée pour s'y opposer et que souvent les politiques parce que ce sont reculent. Des projets spéculatifs faits au cas par cas et qui ne sont pas dans une logique globale. Si on explique à l'ensemble des Corses que si on va faire des éoliennes, si on va faire des champs photovoltaïques, si on va faire des centrales à biomasse, si on va faire des centrales hydroélectriques, c'est dans une logique vertueuse déjà d'une économie d'énergie fossile, c'est-à-dire le bien-être de la planète, de ne pas rejeter du CO2, et surtout dans une logique économique, dans la situation mondiale, de ne pas être dépendant des conflits des autres.
C'est assez tragique. À ce stade-là, je crois que c'est acceptable. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de projet global. Mais il y a Aquanos sera 2050, par exemple, pour l'hydraulique. C'est pas un projet pour faire de la production hydroélectrique de manière globale. C'est un projet hydraulique à minima, qui ne permettrait même pas de remettre en culture 5000 hectares de plus. Donc je pense que tout est à construire, tout est à faire. Mais il faut travailler de manière globale. Il faudra beaucoup de pédagogie pour convaincre quelqu'un d'accepter des éoliennes dans son jardin. Aujourd'hui, je vous prends un simple exemple. La meilleure économie d'énergie, c'est la non-consommation. Vous avez un programme en Corse pour faire quelques centaines de mètres carrés de panneaux pour faire de l'eau chaude solaire. Mais c'est quelques dizaines de milliers qu'il faut faire. En Grèce et en Chypre, qui ne sont pas les pays les plus riches d'Europe, vous avez 90% de la production d'eau chaude qui est par panneau solaire. Vous avez à peu près 2 mètres carrés de panneaux par foyer. Mais comment vous expliquez que la collectivité de Corse qui pourrait le faire, un plan comme ça, pourquoi ce n'est pas fait? Elle a la compétence, ça fait partie des compétences. C'est assez tragique de faire le constat de cet état de réflexion alors qu'il y a des urgences. Hein. Après, derrière, il faut des moyens pour le faire. Il faut les adapter. À un moment donné, il y a 5 ans, quand ils ont voté la PPE, ils ont dit oui, mais c'est un programme à 3 milliards d'euros. Mais c'était, je ne sais pas moi, c'était de la dark money, parce que je ne la vois pas. Je ne vois pas les réalisations. Donc aujourd'hui, on va avoir à discuter de la PPE. La PPE pour la Corse, c'est une PPE qui prévoit un programme d'aménagement qui va se chiffrer en centaines de millions d'euros. Vous savez, les programmes hydroélectriques de 1987, entre autres les deux qui n'ont pas été faits, c'est l'aménagement du Liamone et l'aménagement du Tarave. Un seul aménagement, c'est 300 millions d'euros. Donc après, mais la compensation d'énergie que fait la France pour la Corse, annuellement, c'est des centaines de millions d'euros. Donc globalement, il faut qu'on discute à 40 ou 50 ans. On ne peut pas discuter année par année. On doit raisonner sur un équilibre économique général. Et je pense que c'est faisable. Le problème, c'est qui on met autour de la table. Bonne nouvelle, ce que vous décrivez, c'est ce qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, hein, le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. D'ailleurs, là, les députés Elliott l'ont voté. Vous l'auriez voté, ce projet, pour accélérer l'installation d'éoliennes, de photovoltaïques? La France a tellement de retard qu'aujourd'hui, elle est obligée de planifier des aides pour pouvoir avoir cette remontée à niveau. Parce que c'est bien beau de faire le plan climat-énergie, de voter la taxation carbone, et quand derrière, en fait, vous arrêtez vos centrales nucléaires et vous achetez de l'électricité à l'Allemagne, qui, elle, l'a fait avec le gaz russe, je pense que vous êtes schizophrène. Et aujourd'hui, je pense que nous, les Corses, on nous impose presque un scénario identique en nous faisant acheter de l'énergie à l'Italie, qui, elle, l'a fait avec du gaz qui vient du monde entier. Je crois qu'on doit se recentrer sur nos moyens. On a la chance d'être un petit pays, beaucoup de richesses, pas d'industrie, donc une consommation électrique qui est exclusivement une consommation domestique et urbaine. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut contingenter à la mesure de nos moyens de production disponibles. Dernier mot, très vite, on n'a pas beaucoup de temps, moins de 3 minutes. Un mot sur la démographie. La Corse compte aujourd'hui 343 700 habitants. Elle en aura 371 000 dans 50 ans. Cette augmentation, ça vous inquiète ou ça vous encourage plutôt? Très vite. Hein. Non, je crois qu'elle est inquiétante parce qu'on a un changement de population. On a aujourd'hui un peuple corse qui est minoritaire sur sa terre. Ce peuple généreux, cette fameuse communauté de destin qui assimilait, qui transformait n'importe quel habitant qui arrivait en Corse de demain, aujourd'hui elle est en danger. Parce qu'on a une communauté corse qui est aujourd'hui cosmopolite, qui a des mentalités qui deviennent peut-être internationalisantes, mais qui ne sont pas fondées sur notre histoire. Et je crois qu'on a besoin de se recentrer. On ne peut pas accepter d'avoir une invasion de 6 000 personnes par an qui viennent bouleverser notre équilibre sociétal. C'est pour ça que dans le cadre d'une autonomie forte, le droit de gestion de ces flux migratoires, c'est quelque chose d'important. Ça nous permettra de choisir des priorités dans les besoins où on a besoin de faire venir de la main-d'œuvre parce qu'on a des déficits, et aussi qu'on se recentre sur nos moyens, sur nos politiques de formation, sur nos politiques d'adaptation sectorielle. Et je pense qu'aujourd'hui, un schéma où la Corse est passée de 250 000 habitants en 1990 à 350 000 aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'acceptable. Maintenant, ce qu'il y a de bon, c'est qu'on a réussi à prendre 50% de population en plus en 30 ans,
avec la richesse qui est venue derrière, ça veut dire qu'on a les moyens demain, à population constante, de refaire la même richesse, mais de la répartir en augmentant le revenu de tous les Corses. Eh bien, nous en terminerons sur ces considérations plutôt optimistes. Paul-Félix Benedetti, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Patrick Roger Aringraziabi. Contraste, vous pouvez le retrouver demain, jeudi à 19h sur RCFM. Awa contraste compiu, ci ridroemo da qui a un mese con un trombidado. Tanto, buonasera a tutti.